T'étais où dans la hiérarchie des populaires? Il y a des gens avec lesquels t'as été méchant. C'est arrivé tardivement, la patate. Est-ce qu'il y a des profs qui t'ont marqué? Tu faisais pas des conneries? Tu te bagarres pas en dehors du travail? Tu mets de la crème? T'étais où juste avant de venir ici? J'étais... Donc tu viens de mettre 3 morceaux de sucre, on va dans son café. J'essaie de faire discrètement, mais... 3, ouais. Non, ouais. J'étais chez un opérateur téléphonique, parce que j'ai envie de changer d'opérateur. D'accord. Pour prendre un nouveau téléphone. Et donc t'es allé dans une boutique? Dans une boutique, voilà, pour voir combien ça coûtait un nouveau téléphone, et du coup on me le commande. Moi qui m'étais juré de ne plus acheter Ouais. Du coup, bah là, j'achète un Ouais. Et alors pourquoi? Parce que... Bah parce que je suis de la team. Ouais. Je suis même pas de la team, je suis prisonnier. Mais ouais, parce que t'as tes notes, tes clouds, tes machins, tes machins. Ouais. J'ai pas, franchement, j'ai essayé. Hein. Ouais. J'ai essayé pour sortir, j'arrive pas. Les snaps, j'arrive pas. Ouais. Les emojis, j'arrive pas. Les emojis, je peux plus. Oui, c'est des trucs tout courts de genre où est-ce qu'il faut appuyer, t'es habitué. Après, il faut passer un mois à faire des textos de merde. Et je trouve que c'est facile. Ouais. J'ai travaillé une fois, à l'époque, j'ai travaillé chez un opérateur dont je ne citerai pas le nom, à moins qu'il paye. Ouais. J'ai travaillé et on me disait, Cédric, mon responsable me dit, bon Cédric, si t'as une personne âgée qui vient et qui te demande le téléphone le plus facile, qu'est-ce que tu vas lui conseiller? Et moi, je cherchais les téléphones à clapper avec des grosses touches et tout. Il m'a dit, non, tout faux, c'est la... Il m'a dit, la est le téléphone le plus facile. Parce que les grosses touches, tu peux les mettre dans la... Oui, c'est ça, en fait. Le contrôle vocal, tu peux le mettre. En fait, c'est tellement facile, c'est juste qu'il faut connaître. En fait, c'est facile, et puis après, tu demandes à un petit-fils ou à une petite fille de te régler le truc. Sinon, c'est vrai. Hein. Problème de vue, tu peux avoir des grosses lettres, c'est hyper simple. T'es aveugle, tu peux avoir un... C'est incroyable, non? Mais oui, t'as des fois le carré bleu qui saute, là. Le carré bleu qui saute. Mais moi, je sais pas, il y a des fois où je crois qu'il y a un raccourci que j'ai mis, et en fait, il y a un carré bleu pour aveugle qui... Pas pour aveugle, pour gens qui n'ont pas de bras. Je crois que c'est ça. Pour les gens qui n'ont pas de bras, et donc t'as un carré qui sélectionne des trucs et tu dis c'est bon, c'est ça que je veux sélectionner. Et il sélectionne des trucs pour toi. Quoi. Non, voilà. Moi, par exemple, j'ai un ami qui s'appelle Théo Curin. Oui. Qui est bon, je sais pas s'il est champion, mais en tout cas, qui fait du triathlon. Je crois que c'est ça. Je sais pas si c'est du triathlon. En tout cas, bref, natation, vélo, course, il est très chaud. Et il a pas de bras et il a pas de jambes. Très vulgairement dit. Ouais. Ce qui est moins bien pour plein de trucs. Quoi. Pour plein de trucs. Ouais. Et du coup, et quand je le vois manipuler son c'est incroyable. Il écrit avec son... Donc tu le vois, il est comme ça. Mais il écrit avec son coude. Avec son coude. Mais d'accord, mais il arrive juste avec... parce qu'il a pas de... Du coup, il a pas de doigts. Non, il arrive à écrire. C'est incroyable. Quand je l'ai vu, il arrive à écrire. Même avec un stylo, il écrivait. Non, c'est impressionnant. Souvent, les gens, quand ils arrivent à Smalltalk, ils sont en retard. Toi, t'avais 45 minutes d'avance. Toujours. C'est vrai, ça c'est un trait de caractère? Non. Non, c'est un hasard. Non, je me suis trompé d'heure. Ah oui. Je croyais que c'était 17h, du coup j'étais à 17h40. Ouais. Parce que moi, il m'avait dit qu'il veut décaler à 18h30, donc ok, on attendait à 18h30. Non, j'étais... Nickel. Qu'est-ce que tu penses d'ici? C'est très joli. C'est beau. Ça n'a pas l'air sincère. Non, c'est joli. Justement, je me suis dit, est-ce que je mens? Et finalement, je me suis dit, non, sois sincère quand même, il est gentil, il faut être sincère. Non, c'est très joli. Par contre, je me serais bien vu dans un canapé ou alors un Chesterfield, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, un truc un peu plus chic. On bosse là-dessus? Voilà, on a du budget ou pas? Parce que là, ça fait un peu, j'attends mon plateau avec mon détenu. Exactement. Voilà. Tu vois. Donc en fait, mais c'est joli. C'est joli. C'est pas confortable, c'est pas accueillant, mais les couleurs sont bien, quoi. Voilà. Cédric Doumbé, bonjour. Bonjour. On a fait un petit moment qu'on parle, mais c'est l'intro, c'est maintenant. Bienvenue dans Smalltalk. Smalltalk, c'est un podcast, le concept est relativement simple, c'est je reçois des gens connus pour parler de tout, sauf de ce pourquoi ils sont connus. C'est ça normalement le concept. Mais j'avoue que avec toi, j'ai quand même un peu envie de parler de ce pourquoi t'es connu. Un peu au milieu. Enfin, on va pas parler que de ça, évidemment, on va parler de plein d'autres trucs. Mais il y a un truc tout bête que j'aimerais qu'on fasse. Je pense que tu l'as déjà fait avec d'autres journalistes, mais petit kiff. Alors, on pourrait pas le faire si, par exemple, c'était un match de foot qui durait 1h30, ou même si c'était un combat de MMA normal. Mais ton combat où t'as gagné contre Jordan, là, il a duré vraiment très peu de temps. Et donc, du coup, on peut tout à fait le commenter en entier. On peut le commenter voilà, exactement. Sans problème. Est-ce que tu permets qu'on fasse un truc? Je te montre la vidéo et est-ce que tu peux commenter genre seconde par seconde ce qui se passe? Ok. Donc on est là. J'ai pris celle-ci. Donc là ça commence. Là.
Ok. Toi, t'es ici et ici, Ouais. c'est Jordan. Donc là, j'arrive déjà, je le check. Ouais. Faut savoir que moi, j'ai pas de souci à checker. Ouais. Souvent, on se dit, bon, méfie-toi parce que souvent, les adversaires arrivent, font semblant de checker Oui. et ils commencent directement. Ce qui est un peu un truc de bâtard. Ouais, exactement. Ouais. Mais je ne crains rien, donc moi, Ouais. instinctivement, je check. Ouais. Ok. Ensuite, une fois que j'ai checké, Donc on ça, commence. check. On Faut commence. savoir que moi, j'ai une garde complètement atypique. Oui. Elle est très basse. Oui. C'est-à-dire, donc déjà, j'ai les bras qui sont bas, Oui. ce qu'on n'apprend pas à un combattant. Ce qu'on déconseille même aux combattants, parce que si t'as les bras qui sont bas, du coup, Oui. tu te protèges pas le visage. Mais moi, j'ai confiance en mon coup d'œil. D'accord. Voilà, je suis très vif. Mais est-ce qu'il y a quand même un tout petit intérêt à avoir une garde basse ou pas? Pour moi, oui. Oui. Mon intérêt, c'est que par exemple, si mon adversaire veut aller attraper mes jambes pour essayer Oui. de me mettre par terre, je suis déjà en position de défense D'accord. pour le remonter ou Ouais. pour lui mettre des uppercuts, le frapper. Ok. Alors que si je suis comme ça avec la garde haute, Oui. ce qui est conventionnel, là, j'ai un temps de retard s'il va attaquer Ouais. mes jambes pour m'amener au sol. Ok. Ce qui est mon point faible en tant que kickboxer. En plus de la garde qui est basse, j'ai la tête qui est très très basse. Et ça perturbe vraiment l'adversaire. Ouais. J'ai la tête qui est basse et qui est vraiment en avant. Du coup, on a l'impression que c'est facile de toucher la cible qui est ma Ouais. tête avec ses poings ou avec ses jambes. Oui. Mais on s'entend pas à se faire contrer. Et oui, ça, c'est un piège. Ah, c'est qu'en fait, c'est ça, tu fais genre. En fait, ça C'est un attire. appât, C'est un appât, en fait. tout Ouais, c'est ça. simplement. C'est C'est un genre, appât. t'as cru que machin, mais en fait, Exactement. mais t'as un coup d'avance. En fait. Et j'ai un coup d'avance. Ouais, c'est J'attends juste qu'il attaque pour contrer. Mais c'est pas dangereux quand même d'avoir sa tête. C'est très dangereux. C'est Ouais, dangereux. c'est ça. Et moi, encore une fois, je remets tout sur mon coup d'œil. Ouais. C'est-à-dire que j'estime que je suis plus rapide que l'adversaire. Ouais. Donc là, on voit bien qu'il attaque. Oui. Et c'est là où moi je déclenche. oui. Donc là, je le touche pas, par exemple, mais c'est mon jeu. Mon jeu, il est comme ça. Oui. C'est-à-dire que je suis un contreur. Mais lui, il t'a touché là. À Ah non, l'instant. il m'a pas touché. Il t'a pas touché. Non, il m'a parce pas que touché. t'as esquivé en même temps que Et ça. c'est ce qui va en Ouais. même temps que j'ai contré. Ok. Donc là, on peut même remettre un peu en arrière. Ouais. Donc on voit que c'est dès qu'il attaque, donc j'ai la tête en avant, dès qu'il attaque, boum, c'est là où moi je pars. Genre avant Avant genre même qu'il très attaque, longtemps ouais, avant que son exactement. point soit arrivé, quoi. Voilà. Donc là, pour le coup, ça n'a pas touché. Ouais. Ou alors ça a touché mais l'épaule, mais pas vraiment Vite net. fait, quoi. Je continue. Ouais. Donc lui, il voit toujours ma tête basse. Qu'est-ce qu'il se dit instinctivement? Il va balancer le seul coup de pied qu'il a. Et d'ailleurs, je l'avais prévenu quand on a fait le face-to-face. Ouais. Je lui dis, Jordan, t'as un bon high kick. Mais c'est tout. Et là, on commence ce combat. Qu'est-ce qu'il fait? Un high kick. Et genre là, mais c'est la deuxième action, quoi. Ah ouais, Il fait ça, et là, balance tu- son high kick. Et là, pas de chance, parce que c'est vraiment le coup que je pars, mais instinctivement, sans réfléchir. À chaque fois, l'entraînement, quand on me le met, que ce soit en zone haute, donc high kick, ou en zone médiane, donc middle kick, Oui. tout le temps, je le saisis, je l'attrape, soit je balaye, soit je contre avec un crochet du gauche. C'est-à-dire que jamais quelqu'un qui t'envoie un high kick comme ça, il le fait atterrir, quoi. Non, tout le temps, je le saisis. Je Ouais. le saisis. Je viens du kickboxing, donc Ouais. en kickboxing, je le faisais tout le temps. Ouais. Je le faisais Et tout le donc temps. là, et là, t'as pas le temps de te dire quoi que ce soit. Donc quoi. là, je me dis rien, il balance, je le vois arriver et je me dis, ah là là. Le con, parce qu'en fait, c'est ce que je travaillais tout le temps, Ouais. pour lui en plus. Ouais. Et donc là, Donc là, je l'attrape. là, tu le contres et tu l'attrapes tout de suite. Là, je l'attrape. Je Ouais. pars et je l'attrape. Ouais. Donc là, Tu je contre pars pas. avec une main et tu l'attrapes avec Voilà, l'autre. je le pars avec une main et je l'attrape avec la main opposée. Ok. Donc une fois que je l'attrape, je le fais passer de l'autre côté. Voilà. Et comme ça, il est déstabilisé. Donc mon réflexe, c'est que je le fais passer de l'autre côté. Et ce que je fais instinctivement, c'est que je balaye avec ma jambe droite pour qu'il Oui. tombe. Je balaye. Or là, il s'avère que Jordan il était très flex. C'est-à-dire il n'était pas rigide. Oui. Donc là, le balayage, il a échoué. Donc ça fait un peu comme si je lui mettais un coup de pied. Alors qu'à la base, c'était pas le coup de pied que je visais. Ok. C'était un balayage. Donc là, le balayage, il réussit pas parce qu'on Ouais. voit en plus sa jambe gauche, si on revient un peu, Ouais. sa jambe gauche que je saisis, Ouais. elle est pas tendue. Oui. Parce qu'il bouge en même temps, il essaye de l'enlever en fait. Oui. Et il Du y coup, arrive un peu. Il y arrive un peu légèrement. Donc du Ouais. coup, le balayage, il loupe. Et c'est là où on peut se dire Cyril Doumbé, c'est un génie. Parce qu'il y a une prise d'information et surtout un temps de réaction qui est tellement rapide. C'est-à-dire que première tentative de balayage échouée. Directement après, qu'est-ce qu'il fait? Réaction, il enchaîne sur une autre décision. Prise de décision incroyable. Oui. Crochet du gauche. Et- là, combat terminé. Donc en vrai, 9 secondes. Oui, l'arbitre a intervenu au bout de 9 secondes, mais le KO, il est arrivé à 6-7 secondes. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, là, il y avait plus rien à faire pour Non, lui. là, il était out. Ouais. Dodo. Et alors, attends, parce qu'ensuite, il tombe par terre. Et alors, ça, c'est un truc très MMA, c'est que ça suffit pas. Il faut Ça quand même suffit. Non, lui- là, c'est le combat, il s'arrête quand l'arbitre intervient. Mhm. Donc avant ça, le combat continue. Ouais. Après, on pourrait se dire, oui, mais quand même, tu vois qu'il est out. Oui. C'est vrai,
Mais quand t'es dans le combat, t'es un animal. Hein, Mais ça l'a mis plus KO, tu crois, les points, Non, je pense que c'est pas nécessaire. Je pense que c'est plus dangereux qu'autre chose. Ouais. Ça l'abîme encore un peu plus. Il perd plus de neurones, on va dire. Ouais. Mais ça l'a pas mis plus KO. Non. Il est déjà out. Il est plus là déjà. Donc c'est-à-dire que les 2 coups d'après, il les a même pas sentis. Et alors, ce truc, toi, t'as jamais subi de KO dans ta vie? Non, respecte-moi quand même. Donc tu ne sais même pas ce qu'il a ressenti en fait. Non, c'est vrai, d'habitude je suis très empathique. Ouais. Mais là, ce serait mentir que de dire que je sais ce que tu ressens. Ouais. Non. Mais même tu t'es pas un jour cogné contre un mur ou un truc, tu vas genre oula tiens. Non, ça m'est arrivé de faire un combat où j'ai pris pas mal de coups. Oui. Et d'arriver dans les vestiaires et de ne pas savoir ce que je faisais là. D'accord. Ça m'est arrivé. C'est-à-dire une perte pas de mémoire, mais un trou en fait, un trou de mémoire, un gros trou de mémoire. C'est-à-dire dans les vestiaires. Je vois que je suis transpirant et que j'ai enlevé mes gants et j'ai mes bandes. Ouais. Et je demande à mon coach, j'ai gagné? Du coup, lui, il croyait que je blaguais au début. Il me dit, mais arrête. Et je dis, non, sérieux. J'ai gagné. Il me dit, mais oui. Je me rappelais plus du combat. Donc c'est le plus proche du chaos que ça a été. C'est-à-dire que tu avais une légère perte de mémoire immédiate. Ouais, c'est ça. C'est que tu t'es déjà fait quand même taper, même si tu n'as jamais fait KO. C'est où que ça fait le plus mal? Dans les bras. Ah ouais? Dans les bras et dans les jambes, ouais. Ah, c'est le truc, c'est ni ici ni dans le ventre, machin, c'est vraiment bras-jambes. C'est vraiment bras-jambes quand, par exemple, le coup de pied va venir au niveau des os. C'est là où ça va faire mal. Et c'est surtout là où tu vas sentir vraiment. Ouais. Parce qu'avec l'adrénaline, tu prends une patate. En réalité, tu sens pas la patate à la tête. Et si vraiment elle était effective, bah t'es KO en fait. Ouais. Mais sinon, tu sens pas. Enfin, moi, je sens pas. Par contre, ce qui va faire mal et ce qui va effectuer un travail de sape, donc ce qui va faire mal, pas le premier, pas le deuxième, pas le troisième, mais à la longue, sont les coups en fait. Les coups dans les jambes ou les coups dans les bras. Parce que ça va faire des petits hématomes à chaque fois et au bout d'un moment, tu peux plus. Mais non, parce qu'il y a le truc de Rocky, je sais plus si c'est dans quel film de boxe où il met sa tête en avant comme ça. Non, mais ça c'est de l'école. Ça c'est le front, parce que le front, il y a pas dur, de, y a pas de terminal. C'est dur, c'est l'os le plus dur du corps humain. Ouais. Et en général, si tu mets un coup au front, tu te casses la main. Donc, mais il faut bien viser. Quand le mec met un coup, tu mets ton front en avant. Oui, c'est assez réaliste. Mais personne fait ça, mais ça craint pas. C'est la plus grosse exception qu'on a faite à Small Talk de l'histoire de parler Small Talk. C'était plus fort que vous. Mais franchement, c'était trop bien. Cédric, t'es né en 1992 au Cameroun. T'es né à Douala, c'est ça? C'est sympa ou pas, Douala? J'aime bien la question. Douala, c'est super sympa. Ouais. Là, Douala, précisément, là où j'ai grandi, c'est Daido. Ouais. C'est vraiment un quartier de Douala. Je surkiffe mon pays. Ouais. Cette ville, elle est juste incroyable. Tu vois, quand j'arrive à l'aéroport et que j'entends des Camerounais parler, ou même quand je suis en France, à n'importe quel endroit et que j'entends des gens parler avec l'accent camerounais, je sourire aux lèvres et j'aime trop mon pays. Tu y es resté jusqu'à quel âge? 10 ans. Jusqu'à 10 ans, ouais. C'est quoi tes premiers souvenirs de toute l'histoire de ta vie? C'est vraiment le truc où tu viens, le plus ancien truc dont tu te souviens? Même ça peut être tu sais, genre, je sais pas, une image, un truc. Le plus ancien truc dont je me souviens, c'est plus ancien. Si je me souviens, c'était la période de Noël au Cameroun et il y avait une pièce là où c'était une sorte de débarras. Oui. Une pièce avec toujours un cadenas. Dans ta maison. Oui, dans ma maison au Cameroun. Et ma mère, elle savait que je voulais un vélo. Je voulais trop un vélo, tu vois. C'était ce que je voulais le plus. Et la période de Noël, elle me disait, ouais, le Père Noël, il va venir avec un vélo, etc. Ouais. Et dans cette pièce, il y avait un trou vite fait au niveau de la serrure. Et parfois, je regardais à travers le trou, à travers la serrure, pour voir s'il y avait dans la pièce. Et un jour, je vois un vélo bleu, avec des roues, mais qu'on appelle ça, des roues éducatives, là, sur le côté. Donc oui, les petits trous, quoi. Voilà, les petits trous. Ouais. Je vois un vélo comme ça au loin, et je me dis, mais je suis trop content, c'est ça le vélo. Et je disais à ma mère, il y a le vélo. Elle me dit, mais non, il n'y a pas de vélo, tout, etc. Et je vois qu'elle l'a caché après. Elle l'a caché, je voyais plus de vélo. Et finalement, Noël arrive, et j'ai un vélo. Mais moi, du coup, ça m'a cassé mon truc de Noël. Mais il n'existe pas le Père Noël. En fait, c'est vous qui achetez les cadeaux. Du coup, depuis ce jour-là, je crois plus au Père Noël. Et t'avais quel âge? Je crois que je dois avoir 5 ans, quelque chose comme ça. Donc tôt, t'as arrêté de croire au Père Noël. Ah oui, non, mais j'y ai même jamais cru, je crois. Ouais. Bah après, les parents, ils peuvent inventer des mythos, genre, non, mais c'est le Père Noël, il l'avait stocké là. C'est bon. Il n'y avait pas de cheminée, donc.
Mais c'est le plus vieux souvenir que j'ai, je crois. Tes parents, alors je sais que ton père, il est disparu très peu de temps avant ta naissance. Avant ta naissance. Il a quand même eu une place comme quelqu'un enfin, je sais pas, son souvenir, il restait dans la famille. C'était un truc qui t'a formé un peu, enfin, qui était important pour toi. Non, c'est plus ma sœur qui l'a connu 3 ans. Donc je pense qu'elle a même pas, elle a plus de souvenirs. Elle a connu 3 ans. Moi, après, non, il y a pas grand chose. C'est plus quand j'ai commencé à grandir, à avoir un caractère assez affirmé, que ma mère me disait à chaque fois t'es comme ton père. Ce côté têtu, ce côté déterminé, ce côté perfectionniste, elle me disait c'était comme ton père, mais sur des petits détails. Il y a des fois je voulais pas lâcher, elle disait mais c'est incroyable, c'est comme son père. Ou des fois quand je me fâchais et que je donnais des directives et je voulais que ce soit comme ça et pas comme ça, elle me disait c'est ton père. Et alors que moi j'y crois pas, moi, ces choses, pour moi c'est pas génétique, ça, pour moi c'est de l'éducation. Mais je sais pas, elle disait que t'étais pareil, donc ça doit être aussi génétique alors, le caractère. Est-ce que t'as eu des beaux-pères? Oui, ma mère s'est remariée. Aujourd'hui, j'ai un beau-père qui est formidable. Et donc, ça a presque été lui ton père Oui, maintenant, je lui donne cette place-là. Pour ma mère et aussi pour lui. Et pour l'harmonie dans la famille, je lui donne cette place-là. Et aujourd'hui, il assume totalement et il est formidable en tant que beau-père. Et il faisait quoi alors, ce beau-père et ta mère à Douala Ah non, il est arrivé tard dans ma vie. Ah oui, d'accord, c'est pas... Il est arrivé tard. Pendant longtemps, donc t'as plutôt été élevé... Oui, pendant longtemps, j'ai pas eu de beau-père. J'étais élevé par ma mère et ma grand-mère. Donc t'as fait toute ton école primaire au Cameroun? Alors non, au Cameroun, j'ai fait l'école... C'était parti à 10 ans? Je suis arrivé à 10 ans, j'ai fait ma primaire en France. Non, parce que la primaire, c'est plutôt entre 6 et... Je suis arrivé en CM1. En CM1, d'accord. Mais donc t'as quand même connu quelques années d'école. Ah oui, au Cameroun, bien sûr. Et alors, t'étais comment quand t'avais genre 6 ans? À l'école au Cameroun, j'étais bon. J'étais bon, bizarrement, on pourrait se dire, lui, c'est un clown, ce mec-là. Mais non, j'étais bon. Surtout qu'à mon époque, c'était très strict. C'était très, très strict. Au Cameroun, particulièrement, plus qu'en France. Ah oui, non, au Cameroun, quand je suis arrivé en France, c'était magnifique. En France, tu réponds au prof. Au Cameroun, tu pouvais pas répondre au prof. C'était incroyable. Au Cameroun, t'apprenais les leçons par cœur. C'était strict, hyper strict. Et du coup, quand je suis arrivé même en France, j'ai sauté une classe. Je me souviens, quand je suis arrivé en CM1, je suis arrivé en CE2, et j'ai sauté une classe, je crois qu'on m'a mis directement en CM1. Et non, j'étais bien à l'école. J'étais bien. Ma force à l'école, c'est que j'ai une bonne mémoire. J'apprends par cœur. Du coup, j'étais très très bon en histoire géo et en mathématiques aussi. Et alors l'image qu'on a envie d'avoir, c'est que tu sais, dans les mythes comme ça, que genre déjà à l'école, tu mettais des patates. Non, ça, c'est tu mettais pas de patates. Non. Mais c'est arrivé tardivement la patate, donc du coup. Dans mes souvenirs, oui. Mais mes camarades de classe avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, avec qui j'étais au collège, ils me disent t'aimais trop te battre. Mais j'ai pas de souvenir que je me battais souvent. C'est ouf, j'ai pas de souvenir que je me battais souvent. Mais ils me disaient t'aimais trop la bagarre au collège. Donc apparemment, j'aimais trop la bagarre déjà. Et genre 9 ans, t'arrives en France, le genre de changement massif. Est-ce que tu te souviens du jour où t'es arrivé en France? Oui, je me souviendrai tout le temps. J'ai découvert les escalators. Incroyable. Déjà, bon, je me souviens pas trop dans l'avion. Je me souviens pas trop sur le tarmac, etc. Mais ce dont je me souviens, c'est l'escalator dans l'aéroport. Parce que pour moi, c'est nouveau. Je vois un escalator, des escaliers qui avance, des escaliers roulants. Je me dis, wow. Du coup, je prends ça. Et je me souviens aussi des escalators dans le métro. Je sais plus c'est quoi cette ligne-là, mais ce sont des longs... Non, c'est un long tapis roulant. Montparnasse. Je crois que c'est Montparnasse, exactement. Long comme ça, je me souviendrai toujours. Et quand j'arrive à l'aéroport, ma mère, qu'est-ce qu'elle arrive? Donc, elle me fait un câlin, elle me donne un manteau, une doudoune. Je me dis, c'est quoi ça? Du coup, je mets la doudoune et une cagoule, ma phobie. C'est un de mes pires souvenirs. J'avais une cagoule rose. Je sais pas si on pourra retrouver la photo. Je me souviens même que quand j'ai pris une photo avec cette cagoule-là, j'étais en train de pleurer, moi. Parce que je voulais pas la mettre, je voulais l'enlever, la cagoule. Puis c'est les grosses cagoules des années 80 qui faisaient exactement, juste le petit truc. Et moi, elle était rose. C'est une dinguerie, elle était rose. Gros souvenir. Je me souviens de ça, je me souviens de plein de choses. La première fois que j'ai fait du roller, c'est ma mère qui nous a appris à faire du roller, ma soeur et moi. On a cette photo là où on est à Barbès. Je crois qu'il y a un parc à Barbès, parce que nous, on est du 18e arrondissement. Où ça exactement, dans le 18e? Alors, moi, j'ai habité à Marx-Dormois. Marx-Dormois. Du coup, on était à côté de Barbès. Et on faisait du roller dans un parc avec toutes les protections au poignet et aux genoux. Et les trucs en plastique, là, pour pas se péter le poignet. Tout à fait. Je me souviendrai toujours. Et c'était beau, c'était bien. Mais c'est juste l'hiver que moi, j'arrivais pas.
Et maintenant, ça va, l'hiver. Non, maintenant, j'arrive toujours pas. Toujours pas l'hiver. Et qu'est-ce que je veux dire sur ton entrée dans une école, donc dans un autre pays, genre, il n'y a pas eu un choc aussi? J'ai toujours eu une capacité d'adaptation très rapide, très bonne. J'ai toujours adapté. Je me fonds toujours dans la masse. J'ai jamais eu de problème à m'intégrer dans un groupe, dans une société. Il n'y a pas eu... Est-ce qu'il y a eu un moment... Alors, on a parlé du... Est-ce que tu te bagarrais quand tu étais à l'école? Mais il y a eu un moment où tu te dis genre, ah, je suis fort quand même. Genre, je remarque que ça a l'air d'être quand même un peu plus facile pour moi que... Non, ça arrivait tard, ça. Ouais. Ça arrivait, je pense, quand j'ai commencé les sports de combat. Ouais. C'est vraiment là que... Parce que je me bagarrais jamais, moi. Ouais. Et t'as commencé... À 16 ans. 16 ans. Mais genre, dès que t'as commencé, t'as fait genre, ah, ça a l'air... Dès que j'ai commencé, donc on s'entraînait, et à la fin, on faisait toujours des petits combats avec les camarades. Et je me testais un peu comme ça. Tu vois, donc, des fois, je prenais des petits coups, je saignais du nez, mais j'aimais ça, parce que je m'améliorais d'entraînement en entraînement. Et puis, je me rendais compte que j'étais pas si mal que ça. Ouais. Mais quand j'ai commencé la compète, ou même pas la compète, avant de commencer la compète, déjà, mon coach, il me complémentait, déjà, mon formateur. Il me disait que t'as des aptitudes, telle aptitude, c'est bien. Et puis j'aimais ça, donc j'apprenais. Et je crois que quand j'ai commencé la compétition à ma 2e année, c'est là où je me suis dit, ah ouais, en fait, je vais continuer. Ouais. T'as tout le temps envie de prouver. C'est ça la compète, en fait. Ouais. Toujours envie de se tester avec des nouveaux adversaires et jusqu'à devenir le meilleur du monde. Au collège, t'étais où dans la hiérarchie, du coup, des populaires? T'étais genre... top, milieu, ventre mou, genre un peu inexistant, ou alors bolos? Non, j'étais plus milieu, inexistant. Ouais. J'aurais aimé être populaire, mais je l'ai jamais été. Et qu'est-ce qui te manquait, tu crois? Je pense que ce qui me manquait, je sais pas, j'ai toujours été le mec drôle en fait. Ouais. Le mec drôle, voilà, mais que tout le monde aime bien, mais pas hyper populaire, non. J'ai été populaire quand je suis arrivé à Angoulême, quand j'ai quitté Paris, parce que du coup j'étais le Parisien. Ouais. Du coup, j'étais populaire parce que j'étais le Parisien. Mais j'aurais aimé être populaire parce que j'étais le mec le plus cool du collège ou du lycée. Mais non, j'ai toujours été au milieu. Ce qui me manquait, je sais pas, peut-être la cote avec les filles. La cote avec les filles. Ouais. Mais normalement, il y a un truc qui fait que t'es populaire, c'est quand tu sais jouer au foot. Tu savais un peu jouer au foot, non? Non, t'étais mauvais. Non. J'étais pas très bon. J'étais rapide, c'est tout. Oui. C'était tout. Sans le ballon, très rapide. Ouais. Avec le ballon, c'est autre chose. Tu te souviens des gens avec qui t'étais au collège? Est-ce qu'il y en a qui sont encore dans ta vie maintenant? Il y en a qui sont encore dans ma vie aujourd'hui. Ouais. Mais des souvenirs, je me souviens de pas mal de monde. Ouais. Ah ouais, j'ai une très bonne mémoire. Il y a des gens avec lesquels t'as été méchant ou pas? Au collège? Oui, mais c'était sur une phase, parce que j'étais très bête. Ah. En primaire notamment, je me souviens d'une fille avec qui j'avais été méchant. Et t'as dit quoi? Je savais pas draguer. En fait, c'est que j'étais amoureux d'elle, je crois. Amoureux, bon, c'est un grand mot. Quand on est petit, on est amoureux de tout le monde. Ouais. Elle s'appelle Aïta. Ouais. Aïta, je sais même plus de quelle origine elle était. Aïta, elle s'appelait, mais elle va se reconnaître, je pense. Et je me souviens, je lui tenais la main. Elle me disait, arrête, tu me fais mal. Mais moi, je l'embêtais. Et je gardais sa main, mais en fait, je lui faisais vraiment mal. Ouais. Et après, elle s'est mise à pleurer. Oui, mais c'est pas le... Ouais, toi, tu parles de méchant, vraiment méchanceté. Bah, ça c'est un peu méchant, mais tu sais, genre des trucs de... C'est vrai que c'est pas une super technique de drague, en fait, c'est pas ouf. Trucs vraiment de... Mais genre, tu sais, des trucs de... bourreau, quoi. Et puis, c'est surtout les trucs où t'es au collège et tu dis des trucs genre cinglants, méchants, genre des trucs... Non, jamais été méchant. Et tu faisais pas des conneries non plus, si? Je faisais beaucoup de conneries. Tu faisais quoi, alors? Mais c'était plus... je me rappelle. Alors, je me rappelle une fois, j'étais en sortie scolaire. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé tout ce qui était colonie, sortie, parce que quand t'es avec les potes, un groupe, c'est là où tu fais le plus de bêtises. Du coup, j'étais en sortie scolaire pendant une semaine. On était allé, je sais plus où est-ce que c'est, mais on était allé faire de la spéléo. Mm-hmm. La spéléo. Et donc, quand on fait de la spéléo, donc sous terre, on a soit une lampe. Ouais. Mais le moniteur, lui, il n'avait pas de lampe. Il avait... Pourquoi il n'avait pas de lampe? Parce qu'il peut tomber en panne de pile. Oui. Alors, il n'avait pas de lampe. Il avait un système, en fait, où il mettait des petits cailloux. Ouais. Mais c'était pas du caillou qu'on trouve comme ça. C'était une pierre qui, au contact de l'eau,
rejette un gaz, et Ouais. le gaz qui est un combustible. Combustible, ouais. Exactement. Ouais. Et du coup, il allumait l'étincelle là sur son casque, et ça Ouais. faisait une lumière. Bref, c'était ces cailloux-là. Sauf que l'odeur que rejette ce gaz, elle est nauséabonde. C'est une odeur nauséabonde. Ouais. Du coup, il nous fait le test, il prend le caillou, il met de l'eau, et il nous fait sentir, voilà, c'est le gaz, il nous fait la démonstration, etc. Et il jette le caillou par terre. Moi, bien sûr, qu'est-ce que je fais? Quand on commence à se péléo, moi, je reviens un peu en arrière, je prends le caillou, je le mets dans ma poche. Du coup, on fait la sortie. Arrivé à, comment on appelle ça, dans le chalet. Ouais. Je sors le caillou, je mets de l'eau, ça pue dans la chambre, etc. On se marre. Puis il y a le moniteur qui arrive le soir. Je crois que c'était 1h du matin. Il dit qu'est-ce qu'il sent, etc. Il voit le caillou. Il nous sépare tous. Chacun dort, je sais pas où. Le lendemain, on appelle le proviseur, exclusion. Enfin, ça, c'était l'une des pires. T'as été exclu juste parce que t'as fait une blagounette sur un caillou qui pue. En fait, parce que c'était au moment où on avait plus droit à l'erreur. Ah oui, d'accord. On avait déjà mis le bordel pendant toute la semaine. Là, c'était le moment où ça y est, on pouvait plus. Ouais. Et moi, j'arrive avec ça et tout le monde me balance, bien sûr. Ah, les bâtards. Et du coup, je crois que c'est ce jour-là où ma mère, elle a été convoquée. Je crois que j'ai pris une baffe devant le proviseur. Après, tu connais aussi les mères, des fois, elles font exprès pour montrer que vous avez vu. Oui, ça, et après, c'est voilà, pas si grave que ça, mais bon, il fallait bien que je monte. Tu faisais des blagues aussi, non? Je faisais beaucoup de blagues. T'étais genre un peu... C'était mon pire défaut, c'est ça. Je faisais trop de blagues. Je m'amusais beaucoup. Dans mes carnets de correspondance, c'est ça qui revenait souvent. Tout le temps même. Cédric a des capacités, mais il passe son temps à amuser la galerie. Amuser la galerie. Mais tu pensais pas le faire professionnellement, genre de... En fait, moi, ce que j'ai toujours rêvé faire, c'est interpréter un rôle devant la caméra. Ouais. Ou alors jouer la comédie au théâtre. Ouais. Parce qu'à l'époque, j'avais pas cette notion, je connaissais pas le stand-up. Ouais. Ou l'humour. C'est venu après, peut-être dans les années lycée. Ouais. Je regardais beaucoup Franck Dusbosc, Jean-Marie Bigard, le Jamel Comedy Club aussi. C'est là où je me suis dit, le stand-up. Mais sinon, avant, ça a toujours été le théâtre ou l'acting dans la caméra. Mais t'as fait du théâtre, donc? J'ai fait du théâtre. Ouais. Et t'as joué quoi comme pièce, alors? J'ai joué Cyrano de Bergerac. Et t'as joué Cyrano dans Cyrano? Je sais plus qui est-ce que je jouais dans Cyrano de Bergerac. Non, je jouais pas Cyrano. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une de mes pièces de théâtre préférées. J'ai joué dans Ubu-Roi. Ouais. Ubu-Roi, je sais pas si tu connais. Tu m'as l'air très cultivé. Je pense que tu connais Ubu-Roi. Et il y en a une aussi qui s'appelle La visite de la vieille dame. Ah, ça, je connais pas. Ouais, La visite de la vieille dame. Voilà. D'ailleurs, c'était une de mes préférées, celle-là, à jouer. Et je jouais le maire dedans. Et donc carrière d'acteur, mais genre enfance, pas oui, depuis, non, quoi. pas. Mais franchement, j'aimerais bien. Ouais. Je surkiffe le théâtre. Mais maintenant, mais théâtre, genre pas. Non, le vrai théâtre, le théâtre, ouais. Hein, côté cours, côté jardin. Et tu vas encore maintenant, ça t'arrive encore? Non, j'y vais pas, j'ai pas le temps d'aller au théâtre. Ouais. Mais j'aimerais bien. Franchement, là, tu m'as redonné envie d'aller au théâtre. Ok. T'as eu une mention au bac? Ou t'as eu ton bac? Ou t'as eu quoi? Tu parles direct des sujets qui fâchent. J'ai un bac S, TG, et et non, pas de mention. Pas de mention. Mais je l'ai, c'est bien. Mais bac. Ouais, et ensuite, études. Ensuite, études, première année de psycho. Ouais. Où ça, c'était où ça? Angoulême. 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 Ça passe de justesse. Deuxième année, où ça passe pas parce que trop d'entraînement, entraînement 2 fois par jour. La carrière pro, elle commence à vraiment à prendre de la place et je décide d'arrêter là et de me consacrer à la carrière pro. Je me dis, bon, les études, tu peux les reprendre. La carrière, tu pourras pas la reprendre. Et j'ai fait le bon choix, visiblement. Et ta première année de psycho, il t'en est resté des trucs, des cours que t'as eu et qui t'ont marqué? Plus maintenant. Ouais, non. Psychologie cognitive, psychologie... non, non, j'ai plus rien maintenant. Il n'y a plus de... Non, il n'y a plus de psychologie. Et même un prof qui... Est-ce qu'il y a des profs qui t'ont marqué? Genre, est-ce qu'il y a un prof soit d'université, soit d'avant, hein, tu vois, je sais pas, un prof de maths, de chimie, Il y a un prof qui m'a marqué au lycée... Non, au collège, à Paris. C'est Monsieur Clastre, je crois qu'il s'appelle. C'est un prof de maths. Il m'a marqué, pourquoi? Parce qu'il était très drôle. Très, très drôle. Et il n'arrêtait pas de charrier les élèves. Ouais. Tout le temps, il faisait des blagues sur les élèves. C'est-à-dire, quand t'arrives en retard, il fait une blague sur toi. Et c'était extrêmement drôle. C'est le seul souvenir que j'ai de lui. Il y avait aussi mon CPE au collège, Monsieur Tepo, il s'appelait, au collège Marx Normand. Hyper strict. Il m'a marqué. Il y a une phrase de lui qui m'a marqué. Je l'ai toujours pas compris aujourd'hui. Il est entré en permanence. Il y avait du bruit. Et là, il a crié « Se taire !» Et là, il a dit « C'est un concept. » J'ai rien compris.
J'ai toujours pas compris aujourd'hui. Et il a écrit au tableau se taire. Il a souligné, c'est un concept. Pas taisez-vous. Ah non, se taire. C'est un concept. J'ai toujours pas compris. C'est pas une façon de genre laver la vaisselle. Voilà. C'est un concept. C'est un concept. Dans ces années-là, est-ce que tu as fait des petits boulots, genre est-ce que tu as travaillé J'ai été donc j'ai toujours eu de la chance en vrai, parce que j'ai toujours eu des contacts. Ouais. Par exemple, quand on m'a fait rentrer dans la boutique téléphonique, ouais. C'était un ami qui était, on va dire, qui était manager et qui m'a fait rentrer. Ouais. Donc du coup, c'est plutôt pas mal de travailler dans cette boutique, vendre des téléphones, être habillé en chemise, cravate tout l'été et gagner un bon salaire en plus. Franchement, c'était bien. Ouais. J'ai été manœuvre dans un chantier. Pareil, je connaissais le chef de chantier qui m'a fait rentrer. J'avais des bons salaires. Il me rajoutait même des, comment on appelle ça, des paniers. Ouais. Il me mettait des trajets alors que j'avais pas besoin. Il me rajoutait des trajets, etc. Et c'était bien. Hein. J'étais un peu flemmard, je me souviens, parce que c'était l'été, il faisait très très chaud. Et donc manœuvre, tu transportes des Tu fais tout ce qui était la petite main d'œuvre. Tu fais ce que les autres ne font pas. Tu ramasses le bois, tu vas chercher des pointes, tu prends la perceuse, tu perces les planches, tu fais tous les petits boulots sur le chantier. Et t'as des souvenirs précis d'un truc qui vient de cette époque-là, genre de quand t'étais manœuvre? Quand j'étais manœuvre... Oh, par exemple, il y a un truc qui m'a marqué. Si je me souvenais, il y avait beaucoup de musulmans sur le chantier. Et c'était pendant la période du ramadan. Et je me souviens que moi, à midi, quand je mangeais, dans le mobil-home, eux, ils mangeaient pas. Du coup, à l'époque, je me disais, ouais, il faut le ramadan, tu vois. Mais je comprenais rien, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui que je suis musulman, je repense et je me dis, ah ouais, quand même. Ouais. Et guerrier, tu vois, il faisait chaud, il travaillait et il mangeait pas à midi. Et c'est un souvenir qui me reste comme ça. Et aussi, je devais creuser un trou à la pioche. Ouais. Et je me souviens, j'ai pris une chaise, je me suis assis et je creusais assis sur la chaise. Et le chef de chantier, il est arrivé, il a halluciné. Et moi, je comprenais pas. Je dis, mais je suis en train de creuser. Tant que je creuse, il n'y a aucun souci si je suis assis. J'avais mal au dos, moi. Ouais. Mais il comprenait. Il avait vraiment halluciné. Il me disait, t'es la première personne que je vois faire ça. Je lui dis, mais je comprends pas, je suis en train de creuser. C'est pas grave si je suis assis. Aujourd'hui, je comprends toujours pas. Hein. Mais c'est vrai qu'on comprend pas, mais c'est vrai que j'ai jamais vu quelqu'un creuser assis non plus. Les deux sont vrais, quoi. Les deux sont vrais, quoi. Il a halluciné, j'avais hyper mal au dos. Ouais. J'avais très très mal au dos. Et dans la boutique de téléphone portable? Dans la boutique. Il y a eu des highlights de Cédric Doumbé, vendeur de téléphone portable. Et un truc que je faisais tout le temps, il y avait tout le temps un mec qui venait squatter et pour parler avec nous. Et moi, ce que je faisais, j'ai toujours mon téléphone sur moi. Et je le filmais et je parlais avec lui. Et je sortais des blagues. Je testais mes sketchs, en fait. Je testais mes blagues sur lui. Des fois, ça marchait. Des fois, ça marchait pas. Des jeux de mots, je testais tout et je filmais et c'était trop marrant. C'est sûr. Et donc, t'as encore des vidéos d'un monsieur qui rigole à des blagues. Oui, c'est ça. Pas ouf. Pas sur sa magasin de téléphone portable. Pas sur ce téléphone, mais ouais, j'ai encore. Je suis tombé dessus sur mon ordi, sur des vidéos de lui. Et donc, tu l'as dit juste à l'instant, là, mais t'as changé de religion récemment? Oui, il y a 3 ans. Ouais. 3 ans, ouais. 3 ans, je me suis renseigné, j'ai fait des recherches personnelles, j'ai fait une introspection. Et du coup, oui, je suis devenu musulman il y a 3 ans. Et un truc que je me suis posé comme question, c'est est-ce que, par exemple, si maintenant tu te retrouves, je sais pas, dans un temple, est-ce que tu peux faire aussi des liturgies protestantes, ou alors c'est vraiment tu peux plus, quoi? C'est-à-dire, est-ce que tu peux... du coup, tu peux plus, parce que ça n'a pas de sens. Quand tu appartiens à une religion et que tu suis les principes de cette religion-là, notamment l'islam, où le principe est très simple, hein, c'est qu'on a été créé par un Dieu unique, et donc c'est ce Dieu unique qui mérite l'adoration, et personne d'autre. Donc le fait d'être dans une autre religion, ça revient à contredire en fait l'islam. Du coup, je peux pas, par exemple. Mais il y a aucun mal. Enfin, il y a aucun mal. Par exemple, je peux entrer dans une église. C'est pas interdit par ma religion d'entrer dans une église. Par contre, pratiquer un rite d'une autre religion, non, ça je peux pas. Et alors dans ta famille, j'imagine qu'il y a des gens qui sont, la plupart ont dû rester toute ma famille protestants. Est chrétienne, oui, c'est protestante. Ça. Et comment est-ce qu'ils ont pris ce changement-là? C'était dur au début. C'était très très dur au début, surtout pour ma mère et ma grand-mère. C'est hyper dur. Je me souviendrai toujours quand ma mère m'appelait en pleurant. Et c'est là où j'ai compris, je me suis dit, mais il n'y a rien en fait. Je veux dire, c'est pas grave. C'est moi à la rigueur, je suis pas en train de forcer les gens à devenir musulmans. Mais c'est là où je me suis dit, mais c'est bizarre. Pour que ta mère t'appelle en pleurant et te supplie de quitter l'islam, je me dis, wow. Et après, avec le temps, je me suis dit, bon, je pense que c'est la peur en fait.
C'est la peur de l'inconnu qui fait que on réagit de cette manière-là, parce qu'aujourd'hui ça va très très bien. Aujourd'hui ma mère parfois elle me dit salam alaikum pour rigoler, tu vois, et parfois elle me dit Inch'Allah. Quand je lui dis quelque chose, je dis je ferai ça, et c'est elle qui me dit Inch'Allah. Donc finalement c'était la peur, je pense, que je me sois fait influencer par quelqu'un, par un groupe, et la peur que je finisse en Syrie dans un islam radical, extrémiste. Je pense que c'est plus ça. Mais je savais que le temps ferait les choses. Avec mon comportement, avec le temps, elle a vu que non, en fait. Et surtout, comment dire, avec le discours que je tenais, elle a compris qu'en fait non, il a pas fait ça pour une femme ou pour un ami ou pour un groupe. Non, il a vraiment fait ça par conviction et parce qu'il sait de quoi il parle. Parce qu'aujourd'hui, quand je lui parle d'islam, elle sait très bien que je sais de quoi je parle. Et t'as une pratique religieuse quotidienne? Quotidienne, ouais. Tu fais les 5 prières par jour? Je fais mes 5 prières par jour. Et tous les jours, j'essaye d'adorer Allah comme de la meilleure des manières. Même si c'est pas très simple. C'est pas très simple. Mais si c'était facile, tout le monde irait au paradis. Et t'as aussi dû changer des trucs dans ta vie quotidienne. Forcément. Forcément. Quand on devient ou quand on n'est plus quelque chose, forcément, ça implique qu'il y a un changement. Là, parfois, je me souviens des gens qui me disaient mais t'as changé. Je dis heureusement. c'est le but en fait. Quand on s'améliore, forcément, on change. Et quand on se dégrade, on change aussi. Et qu'est-ce qui s'est amélioré alors? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Je dirais mon comportement. Mon comportement, déjà, je suis obligé de me lever tous les jours pour prier, donc je suis un peu plus rigoureux. Mon comportement... Il y a des trucs pas ouf que tu faisais et que tu as cessé de faire? Par exemple, je sortais pas beaucoup. Je sortais pas beaucoup. Et je buvais pas beaucoup d'alcool. Je buvais vraiment très peu d'alcool. Aujourd'hui, je bois plus d'alcool. Tu vois. Donc, il y a ça qui a changé. Mais ça, j'ai arrêté, mais je crois, je dirais même peut-être une semaine après ma conversion. Enfin, en fait, on pourrait se dire, mais t'es radical quand même. En fait, oui, mais ça, je le suis déjà avant l'islam. Je suis déjà comme ça, en fait. Dans tout ce que je fais, je suis très radical. Je suis pas dans le sens où j'ai jamais compris les gens qui avaient besoin de prendre du temps pour arrêter de fumer. Pour moi, c'est bon, j'arrête tout de suite, boum. C'est comme ça. Comme quand je fais une diète, par exemple. Je me dis, bon, ça y est, c'est parti. Allez, j'arrête. Je me dis pas, non, je vais réduire. Je passe de 3 burgers à 2, etc. Alors que c'est ce qu'il faut faire, la progressivité. Mais moi, j'ai un esprit quand même qui est assez dur et j'aime bien quand c'est radical. Donc, il y a eu ce changement-là. Par exemple, l'alcool. Bon, déjà, les restrictions alimentaires. Je mangeais déjà pas de porc avant. Donc, mais t'as même jamais goûté ou t'as... Non, si. Quoi, je mangeais il y a très longtemps, mais après j'ai arrêté juste pour la santé. C'était lié au sport aussi, tu vois. Et du coup j'ai arrêté de manger du porc, etc. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est, on va dire, ma relation avec les filles aussi. T'en as parlé un peu à Mouldachour, c'est genre, il y a un peu un truc, dans la façon dont tu l'as présenté, qui était lié aux femmes. Aussi. Même dans tout le début. Dans le cheminement, on va dire, ça a été l'étincelle, l'élément déclencheur. Mais pas, comment on appelle ça? Ça a pas été ça a été la cause, mais ça n'a pas été le but. Tu vois? Parce que souvent, il y a des gens, donc ce sont moi je dirais des fausses conversions, qui vont se convertir, par exemple, pour un mariage. Par exemple, il y a une fille qui peut pas se marier avec un non-musulman, du coup, elle va dire, ok, je me convertis et je me marie. Moi, c'était pas ça du tout. Bon, à la base, on va dire, c'est parce que je voulais me marier, enfin, je voulais avoir une relation stable. Et je me suis dit, mais en tant que chrétien, attention, c'est-à-dire, c'est vraiment dans le christianisme. Je me suis dit, mais comment tu peux demander à Dieu, donc le bien, alors que tu lui présentes le mal? C'est là que je me suis dit, bon, je vais être un bon chrétien. Et en fait, c'est en voulant être un bon chrétien que je suis devenu musulman. Donc, mais parce que c'est original, on pourrait se dire, tiens, je vais me mettre à fond dans le canal religieux dans lequel j'ai été depuis mon enfance, quoi. C'est ça que j'ai fait. Mais on se dit, mais pourquoi en fait, du coup, t'as un tout petit peu changé de canal? Parce qu'en étant musulman, je suis un meilleur chrétien. Et là, c'est ça qui a demandé beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche, parce que dit comme ça, on se dit, non, en fait, non. Mais en fait, quand on recherche vraiment, on comprend qu'en fait, ces religions, elles sont liées. Et en fait, il n'y a que très peu de différences, mais des différences fondamentales qui font que pour être un meilleur... qui font qu'en fait, tu es obligé de devenir musulman. Je parle pour moi.
Mais aussi parce qu'il y a cette idée que l'islam, elle contient les autres religions, puisqu'elle c'est la dernière en date. Exactement, aussi, c'est ça. On va dire, c'est la dernière mise à jour. Ouais. Mais vulgairement dit, c'est exactement ça. Mais quand on comprend ça, c'est exactement. Non, mais quand on comprend ça, on comprend que finalement, on reste chez. Oui. On a juste la dernière mise à jour. Oui. Mais n'importe qui, si on disait, écoute, t'as le choix entre la 12 et la 15, la 15, il a juste la dernière mise à jour, il est plus rapide, il est plus performant, la qualité elle est mieux, mais n'importe qui, personne ne va dire bah non, je prends la 12. Ouais. Tu vois, tout le monde va dire mais non, je prends la 15. Ouais. Et on te dit avec la 12, bah il y a des choses des applications que tu pourras pas avoir, notamment cette application là qui est très importante pour toi. Personne ne va choisir la 12. Il va dire mais non, je prends le dernier. Ouais. Par contre si on te dit bah il faut aller prendre un You ou je sais pas quelle marque, là c'est changer de religion. Oui. Alors que là, non. Et si on file la métaphore avec par exemple, une application qu'il y a dans l'islam et qu'il n'y a pas dans le christianisme. Bah, c'est l'application Mohammed. L'application Mohammed. Exactement. C'est ça. Qui est la dernière des applications et qui est très importante. Ouais. Donc maintenant, il faut juste que tu lèves le doigt. Oui. Et tu répètes après. Le mec, il fait. J'ai envie de juste poser une question sur la bagarre encore ensuite. Tu te bats pas en dehors du travail, parce que ton travail c'est la bagarre. C'est la bagarre, mais tu te bagarres pas en dehors du travail. Non, jamais. Ça m'est jamais eu l'occasion. 0 fois. Non, jamais. Sauf tes amis disent que tu pétais des gueules quand tu étais au collège. Au collège, pas au lycée, au collège. Ouais. Mais non, j'ai jamais eu l'occasion. Et oui, il n'y a pas de. Non, jamais. Genre, il n'y a pas des espèces de trucs dans le. Non. Il y a récemment, il s'est passé quelque chose, c'était avec mon chauffeur. Et puis, il y a un bus qui l'a klaxonné et qui a été très virulent. Ouais. Moi, j'étais derrière, vite teinté, donc il me voyait pas. Et puis, je vois qu'il insistait, en fait. Il suit mon chauffeur et au feu rouge, il est très virulent. Du coup, ce que je fais, c'est que j'ouvre la portière, je le regarde très énervé et je lui demande qu'est-ce qu'il y a. Et du coup, il me regarde et du coup, il s'en va. Oui. Mais là, j'ai été pris en découte. En fait, et on revient à l'injustice. Je déteste l'injustice. Je te jure, je peux aller au charbon pour l'injustice. Je déteste l'injustice. Et là, il avait rien fait, le chauffeur, tu vois. Ou dans le pire des cas, allez, il avait un peu coupé la route, mais ça arrive à tout le monde de faire une erreur, en fait, sur la route. Ouais. Et tout court, de faire une erreur tout court. Ça mérite pas une réaction comme ça. Et là, c'était de l'injustice pour moi. Et ça, là, j'étais pris en découdre. Là, je suis vraiment, pourtant, je cherche jamais les problèmes. Hein. Et on me cherche jamais les problèmes. Et là. Et c'est pas si tu en découds, c'est pas exactement comme si moi j'en découds. Non, c'est-à-dire que déjà tu vas gagner, contrairement à moi qui vais perdre. Mais par ailleurs, si t'es jugé, tu seras jugé plus durement parce que c'est comme si t'étais une arme toi-même en fait. C'est ça. Ouais. C'est comme si j'avais 2 armes blanches. Ouais. Ben, c'est un peu vrai. Enfin, sauf que tu peux pas transpercer comme Ken le survivant. Non, pas vraiment. Tu regardais ça d'ailleurs? Tu regardais des dessins animés? Un peu, ouais. Je regardais Ken, je regardais Dragon Ball Z, je regardais Olive et Tom. Je regardais Cédric aussi. Cédric, la BD, ouais. La BD, ouais. Cédric, t'es amoureux de sa maîtresse. Ouais, exactement. Ouais. Non, de Chen. C'est Titeuf qui est amoureux de sa maîtresse. Mais je crois que tous les enfants de Cédric, je crois qu'il est aussi amoureux de sa maîtresse et de Chen. Cédric. Ouais, Cédric, ouais, je crois aussi. Madame Chen, qui était d'ailleurs Chen, un petit peu. Chinoise. Ouais, qui était un peu, ça passerait plus trop maintenant. Genre, elle parlait que avec des L partout. Ah, oui. Cédric. Cédric, ouais. Ça passerait plus trop, non. Ça paraît. Et Ken le survivant, extrême violence quand même. J'ai jamais regardé Ken le survivant. Mais tu m'as dit que tu regardais Ken, non? Mais j'ai jamais été assidu. Je crois que je l'ai regardé peut-être quand j'étais au Cameroun. Il mettait ses doigts dans les gens comme ça et ça rentrait comme dans les. Non. C'était un peu hardcore ça. Non, c'était bien hardcore comme il faut. Des fois aussi, juste une question qui c'est peut-être une curiosité personnelle, tu rêves que tu te bats ou pas? Oui. Bizarrement, oui. Et tu gagnes aussi dans tes rêves? Non. Je suis très lent. Je sais pas, je crois que ça doit le faire à tout le monde. Quand je me bagarre en rêve, j'ai l'impression que je suis Jordan Zebot. En fait, je suis hyper lent. Non, c'est vrai. Je suis hyper lent. Je suis de tension. Je sais pas si ça le fait à tout le monde. Alors, ça le fait exactement à moi. Moi, quand je me bats dans les rêves, je fais... Et voilà. Alors, ceci dit, c'est normal, parce que ce serait à peu près comme ça que ça se passerait dans la vraie vie. Ah oui, c'est plus étonnant pour toi. C'est réaliste, alors. Ouais. Non, moi, c'est hyper étonnant, mais je suis vraiment lent et je suis frustré. Et un truc qui m'arrive aussi, je sais pas si ça arrive aux autres, je pense que c'est propre à moi, c'est quand je m'endors. Je mets des coups dans le vide. Ouais.
Je vais vraiment des coups, et ça me réveille. Je mets des coups de pied, des coups de poing. Donc Cédric Doumbé se fait péter la gueule dans ses rêves ou pas? Non, parce que je me réveille avant quand même. Oui, d'accord. Non. Ouais. Je vais me réveiller, ok, t'as cru. Non. T'as cru que tu peux me battre même dans mes rêves. Ah ouais, non, jamais. J'aime bien finir par des questions en vrac un peu, qui sont un peu rien à voir les unes avec les autres, même si ça n'a pas eu beaucoup à voir les unes avec les autres. Donc depuis tout à l'heure, on finit en fait. Ouais. T'écoutes pas de musique? T'écoutes pas de musique, non? Zéro. Non. Déjà avant, j'en écoutais pas beaucoup. Ouais. Et j'en écoutais rarement. Souvent, j'aimais bien être dans la voiture, dans le silence. La musique, j'arrivais pas. Quand je faisais du sport, pareil, j'aimais pas écouter de la musique, ça me perturbait. Et puis, quand j'étais avec des amis, j'aimais pas avoir de la musique. C'était en fond ou non, j'aimais pas. Et quand je dors, souvent, je mets la télé en fond. Pas la musique. Mais genre quand tu t'entraînes, par exemple. Ah ça, non, je déteste. Genre silence. Ah, je déteste des écouteurs qui me gênent, des trucs. Ah non, j'aime bien quand il y a rien. Sentir l'environnement, être dans le monde qui m'entoure, être conscient quoi de ce qui m'entoure. Alors que la musique, ça te met dans une bulle. J'aime pas. Même avant les combats, je peux pas être dans une bulle. J'aime bien interagir avec la team, aller dans le public un peu, prendre l'atmosphère, revenir, être conscient en fait. Alors que le fait de s'isoler avec la musique, ça me met dans un sale mood. C'est quoi l'objet le plus cher que tu possèdes? L'objet le plus cher j'ai pas d'objet de valeur. Non. J'ai rien. Surtout pas chez moi, j'ai rien de valeur chez moi. Donc ne venez pas chez moi. Ouais. Ne venez pas voler. Il y a rien. Non, j'ai pas d'objet de valeur. Ouais. Le plus cher. Non, j'ai pas. Et tu comptes t'acheter quelque chose de cher prochainement? Non. Non. Je suis assez asset. T'as ce qu'il faut. Et... Ouais, je suis un asset. C'est-à-dire, je me contente vraiment du minimum. Ouais. Avant, j'aimais bien les vêtements. J'aimais beaucoup la marque Kenzo, Armani, etc. Ouais. Maintenant, je me contente vraiment du minimum. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Bah, déjà, premièrement, quand je vois ça, en fait, quand on voit mon visage, on ne peut que croire en Dieu. Parce qu'on se dit, si la personne qui a créé ça, elle est forcément... Non, elle est forcément au-dessus de tout. Donc déjà, toi, tu vas te poser des questions après notre entretien, forcément. Ensuite, quand je vois mon visage, je me dis, wow, non, je me dis, machallah, c'est tout. Ouais. Y a pas un truc que tu dis, genre, ça c'est mieux que ça je sais, ouais, c'est bien, ça c'est beau gosse, ça c'est moins beau gosse. Longtemps, je me trouvais bof, je me trouvais pas trop beau. Je me disais, ouais, je suis enfin, il y a des filles qui me trouvaient beau et d'autres non. Ouais. Du coup, j'étais un peu entre les deux, tu vois, c'était un peu petit bonheur, la chance. Ouais. Aujourd'hui, je me trouve beau, charismatique, modeste. Non, il y a pas non, quand je regarde mon visage, je me dis, je suis comme ça en fait. T'entretiens ton visage ou pas? Tu mets de la crème? J'entretiens ma barbe. Ouais. J'entretiens ma barbe, mon visage non, parce que j'ai pas beaucoup de quand je mange sainement, j'ai pas beaucoup de boutons, j'ai rien. Mais ma barbe, oui, je mets beaucoup, je la brosse, je mets de l'huile de barbe, je mets du masque aussi pour les cheveux, enfin sur la barbe. De l'huile de barbe? Ouais, d'huile de barbe. Ce qui est pas c'est pas n'importe quelle huile, quoi. Tu peux pas prendre juste de l'huile et mettre. Non, je mets comment ça s'appelle? Alors, je vais donner mon secret. Donc, je mets de l'huile de barbe, je mets de l'huile de ricin. Une huile brune. Ouais. Pas classique, transparente, vraiment brune. Je mets de l'huile essentielle de romarin. Ouais. Ce qui aide à la pousse des poils. Les femmes en mettent sur les cils. Les cils pour faire pousser le poil. Et ça, c'est un cocktail que je mélange, hop, et tous les jours. Donc beaucoup de gras dans ta barbe. Autrement dit, ouais. Et du beurre et tout. Et d'huile de coco. Non, c'est ce que je mets, ouais. Et après, je la brosse tout le temps. D'ailleurs, elle brille beaucoup. Il y a une polémique en ce moment sur ma barbe. On dit que ma barbe, c'est un sapin de Noël parce qu'elle brille beaucoup. Je sais pas si là, ça se voit qu'elle brille. C'est pour aveugler tes adversaires, quoi. Tu préférais ne pas avoir de pieds ou ne pas avoir de mains? On m'a déjà posé cette question. Je préférerais ne pas avoir... Parce que les deux sont importants quand même. Oh, je préférerais marcher quand même. Ouais. Je préférerais marcher. Si tu devais sauver un seul raccourci clavier. T'es team pomme C, pomme V, team pomme Z, team pomme A, tout sélectionné. Je suis team... Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Ouais. C'est ce que je fais le plus, je pense. Ouais. C'est vrai, ouais. Ctrl-Z quand même. C'est Ctrl-Z, genre, t'as fait une connerie. Ah,
c'est pas non, grave. Non, ça va. Parce que quand je suis sur traitement de texte, tu peux faire précédent avec la souris, ça prend pas énormément de temps. C'est vrai. Très bien. Merci Cédric. Merci à toi. Merci beaucoup à toi. Merci pour l'invitation. Bon bah cet épisode il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours. Ok ? Call mini. Et tu mets 3 sucres dans ton café. Et encore, c'est parce que tu me regardes. En fait, tu manges du bonbon, tu bois du bonbon au café, en fait. C'est ça. Il y a trop de café dans mon sucre. mais ça passe pas encore. Après, le truc que moi je faisais, et que j'aime bien encore faire, c'est les canards. Les canards. Les canards, c'est tu prends un morceau de sucre, tu le trempes dans le café et tu manges le morceau de sucre. Ah ouais, non. Ça, c'est un canard, ça. Ah d'accord. Ouais. Pour le coup, c'est vraiment un bonbon. Mais du coup, tu dois prendre, je sais pas combien de morceaux de sucre pour finir le café. Alors, généralement, tu prends pas tout ton café comme ça. Ah, tu vois, c'est juste tu t'en fais un et ensuite tu bois ton café, quoi. Ah, d'accord. Ouais. C'est le sucre, quoi. Genre, c'est juste pour avoir le goût du sucre et ensuite. Oui, voilà. Ah, okay. Et même moi, quand j'étais enfant, moi, j'aimais pas le café quand j'étais enfant, mais ça, par exemple, j'aimais bien, tu vois. Et mon père, il me faisait genre, il me donnait juste ça et ça faisait comme. Ah, tu ferais du café enfant? Bah, ouais. Je mangeais des canards. Voilà. Canards parce que tu les plonges. Oui, les plonges, comme les canards. Exactement. Voilà. Bon, bah. Est-ce qu'on est tous bons? On peut y aller?